Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Et tenez-vous bien car l'histoire dans laquelle on va s'embarquer aujourd'hui semble être tout droit sortie d'un scénario de film. Et pourtant, tout ce que je vais vous dire a réellement eu lieu. La protagoniste de cette affaire est terriblement narcissique et absolument prête à tout pour arriver à ses fins. Vraiment tout. Vous pouvez donc dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. L'histoire d'aujourd'hui débute en Russie, dans la ville d'Armavir plus précisément. Armavir est localisé au sud-ouest du pays, non loin de la frontière entre la Russie et la Géorgie, et compte durant l'année 1975 une population d'environ 161 000 habitants. Et c'est justement le 15 décembre de cette année-là que la jeune Victoria Nassirova y voit le jour. Très peu de choses sont connues concernant l'enfance de Victoria, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'elle semble avoir grandi dans une famille aimante et tout à fait normale. À la fin de sa trentaine et après avoir passé toute sa vie à Armavir, Victoria déménage dans la ville de Krasnodar, qui est localisée à un peu plus de 200 km de sa ville natale. Et sur place, elle se trouve un petit travail et se lie d'amitié avec l'une de ses voisines, une femme de 54 ans du nom de Alla Alexenko. Alla est une femme au grand cœur qui vit depuis déjà de longues années à Krasnodar. Et lorsqu'elle apprend l'arrivée d'une nouvelle voisine dans son bâtiment, elle se rend immédiatement à sa rencontre pour se présenter et pour lui offrir son aide en cas de besoin. Ce que Victoria va énormément apprécier. Et malgré une différence d'âge de 15 ans, les deux femmes vont très rapidement se lier d'amitié. Alla et Victoria passaient une grande partie de leur temps ensemble. Elles allaient régulièrement prendre un café chez l'une ou chez l'autre, aller faire du shopping et connaissaient pratiquement tout de leur vie respective. Et le sujet de prédilection de Alla se trouvait être sa fille, Nadia, dont elle était extrêmement fière. Nadia avait quitté la Russie 6 ans plus tôt pour poursuivre ses études aux États-Unis dans l'État de New York plus précisément. Alla et sa fille ne se voyaient qu'à de très rares occasions. Mais elle s'appelait cependant absolument tous les jours sans faute. En 6 ans, elle n'avait jamais manqué l'un de leurs rendez-vous téléphoniques. Nadia avait de son côté trouvé l'amour aux États-Unis et décidé de rester y vivre. Le jeune couple va se marier, mais finalement, quelques mois plus tard, seulement après leur union, ce mariage va finir en divorce. Une fin plutôt tragique qui va laisser un goût amer à Nadia. Mais malgré cela, elle n'est pas prête à abandonner sa vie à New York. Elle décide donc de rester sur place et s'installe dans le quartier de Brooklyn plus précisément. Une décision qui va être plutôt difficile à accepter pour sa mère qui espérait secrètement que sa fille revienne vivre à ses côtés en Russie. Mais elle tente de voir le positif de cette situation. Après tout, sa fille était heureuse là où elle était et c'est ce qui comptait le plus. Victoria écoute donc Alla lui raconter les péripéties de la vie de sa fille, tandis qu'elle lui partage des petits morceaux de sa vie. Mais en toute honnêteté, la vie de Victoria était bien loin d'être palpitante. Elle est célibataire, elle n'a pas beaucoup d'amis autour d'elle, elle ne voyage pas tant que cela, et elle vit maintenant à plusieurs heures de route de sa famille. Son quotidien se résume donc à se rendre au travail pour pouvoir payer ses factures et à passer du temps aux côtés de Hala. Mais au mois de septembre de l'année 2014, Victoria a une grande nouvelle à partager à son amie. Elle compte très prochainement voyager aux États-Unis et à New York plus précisément. Elle sait pertinemment que Nadia se trouve sur place et propose donc à son amie d'emporter avec elle certaines affaires que cette dernière souhaiterait transmettre à sa fille. Ala accepte immédiatement son offre très généreuse, car justement elle avait mis de côté plusieurs effets personnels de Nadia, mais aussi des manteaux de fourrure d'une très grande valeur et de l'argent. Victoria passe donc chez sa voisine pour récupérer tout cela et assure à sa voisine qu'elle remettra tout cela en main propre à Nadia. Nadia et Victoria vont même échanger leur numéro de téléphone pour se mettre d'accord sur l'endroit où elles allaient se retrouver. Bref, tout ceci semble plutôt bien organisé. Sauf que les jours, puis les semaines passent, et Victoria ne semble avoir aucunement quitté la Russie. À chaque fois que Hala la questionne concernant son départ pour New York, Victoria semble avoir une excuse toute trouvée qui explique la raison pour laquelle elle repousse son départ.
Mais plus le temps passe, plus Ala a le sentiment que quelque chose ne va pas du tout et que Victoria n'est peut-être pas aussi sincère qu'elle le laisse paraître. Elle finit alors par prendre son courage à deux mains et contacter Victoria pour lui demander de bien vouloir lui rendre toutes les affaires qu'elle lui avait données, et notamment l'argent qu'elle était supposée envoyer à sa fille, car je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais la somme totale était de plus de 6 000 $, donc une bonne somme d'argent. Victoria se montre alors étrangement réticente et lui explique de bien vouloir être patiente, car son départ pour les États-Unis ne devrait plus tarder maintenant. Sauf que Ala, elle ne veut plus attendre un jour de plus. Elle lui demande de bien vouloir lui rendre toutes ses affaires dans les plus brefs délais. Victoria finit par céder. Elle accepte donc de se rendre chez Ala le lendemain, soit le 5 octobre 2014. La journée débute tout à fait normalement. Et en milieu d'après-midi, Nadia, depuis les États-Unis, tente de rejoindre sa mère par téléphone, mais elle n'obtient aucune réponse. Elle se dit qu'elle était peut-être occupée à ce moment-là. Elle va donc patienter quelques minutes et tente de nouveau sa chance. Mais à nouveau, le téléphone sonne dans le vide. Au fil des appels, Nadia commence à s'inquiéter de plus en plus. Sa mère répondait toujours au téléphone. Peu importe à quelle heure elle l'a contactée, elle répondait immédiatement. Ce jour-là, la jeune femme va appeler sur le téléphone de sa mère pas loin d'une centaine de fois. Une centaine d'appels qui restent tous sans réponse. Nadia et sa mère s'étaient parlé la veille et Ala avait confié à sa fille ses doutes concernant Victoria et surtout le fait que sa voisine était supposée passer chez elle le lendemain pour lui rendre ses affaires. Et ça, Nadia ne l'avait pas oublié. Elle décide alors d'appeler Victoria et de la confronter pour lui demander où se trouve sa mère. Victoria décroche le téléphone et elle se met étrangement à bégayer. Et face à cette question, elle lui répond tout simplement d'en avoir aucune idée. Victoria lui confirme alors s'être bel et bien rendue chez sa mère. Les deux femmes auraient toutes les deux partagé un thé, elle lui aurait rendu ses affaires et seraient ensuite parties. Au cours de leur discussion, Ala lui aurait confié avoir pour plan de sortir avec des amis un petit peu plus tard cette journée-là. D'après Victoria, il est donc tout à fait possible qu'elle soit tout simplement en compagnie de ses amis quelque part et que son téléphone n'ait plus de batterie. Elle tente de rassurer Nadia et insiste sur le fait qu'il est totalement inutile de s'inquiéter de la sorte juste parce qu'elle ne répondait pas à ses appels. Mais Nadia, au fond d'elle, sent bien que quelque chose ne va pas et que Victoria en sait bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Et heureusement, Nadia est très dégourdie avec tout ce qui touche à l'informatique. Elle se connecte alors en ligne pour vérifier l'historique du téléphone portable de sa mère et n'est aucunement surprise de découvrir que le tout dernier appel affiché se trouvait être entre Victoria et Ala. Après cela, plus aucune activité. Nadia sent au fond d'elle que quelque chose ne va pas du tout et que sa mère est probablement en danger. Elle contacte donc la police et prend le premier vol en direction de la Russie. Une fois arrivée sur le sol russe, elle se rend immédiatement à l'appartement de sa mère, qui se trouve être dans le même état depuis 3 jours. Sur place, rien ne laisse à penser que Ala aurait quitté les lieux de son plein gré. Premièrement, car ça n'était aucunement dans ses habitudes de découcher, et encore moins sans prévenir sa fille. Et deuxièmement, tous ses effets personnels se trouvaient encore dans son appartement. Son sac à main, son manteau, ses chaussures, tout était resté sur place. Il est totalement impossible qu'elle ait quitté la maison sans ces choses indispensables. Mais par contre, tous ces objets de valeur avaient, eux, disparu. Son portefeuille était totalement vide, ses bijoux se sont volatilisés, et pire encore, quelques mois plus tôt, Ala avait vendu un appartement dont elle était la propriétaire. Et suite à cette vente, elle avait récupéré pas moins de 50 000 $. Une très grosse somme d'argent qu'elle comptait mettre de côté et qui reviendrait à sa fille après sa disparition. Ala avait caché la totalité de cet argent en liquide derrière une planche qui se trouvait en bas du meuble de son salon. Un endroit où absolument personne n'aurait jamais pensé à regarder, à moins de ne savoir que de l'argent s'y trouvait. Nadia était bien évidemment informée que de l'argent y était caché. Mais elle savait très bien que sa mère était le genre de personne à faire un petit peu trop confiance aux gens autour d'elle. Elle se dit donc qu'il est tout à fait possible qu'elle en ait parlé à Victoria et que cette dernière soit allée se servir. Ce même jour, Nadia va se retrouver nez à nez avec Victoria dans les couloirs de l'immeuble. Et à ce moment-là, la rage s'empare d'elle. Elle va alors confronter la soi-disant meilleure amie de sa mère en lui hurlant au visage et en lui demandant de bien vouloir lui dire ce qu'il s'est passé et où se trouve sa mère,
sans quoi elle ferait de sa vie un véritable enfer. La police finit par intervenir, et voyant à quel point Nadia est persuadée de l'implication de Victoria dans cette affaire, ils décident de suivre cette piste et de l'interroger. Victoria répond à toutes leurs questions et assure n'avoir aucune implication dans la disparition d'Ala, et que de toute façon, en dehors des accusations de Nadia, rien ne laisse à penser qu'elle ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Nadia espérait bien avoir des réponses à toutes ces questions une fois arrivée en Russie. Mais malheureusement, elle était bien loin d'imaginer le temps que cela allait prendre. Les semaines puis les mois passent et toujours aucune explication sur ce qui est arrivé à sa mère. La police et la jeune femme travaillent main dans la main pour tenter de résoudre le mystère de la disparition d'Ala. Mais plus le temps passe, moins les enquêteurs ont d'espoir que cette affaire soit un jour résolue. Nadia n'est cependant pas prête à baisser les bras, loin de là. Elle persiste et se rend à la station de police en personne absolument tous les jours pour s'assurer que les enquêteurs n'oublient pas l'affaire et continuent de rechercher activement sa mère. De leur côté, les policiers ne vont pas apprécier cette persistance et vont même commencer à trouver la jeune femme plutôt agaçante. Ils ne vont d'ailleurs pas se gêner pour le lui faire remarquer. Ils lui expliquent même que s'ils n'ont trouvé aucune preuve laissant à penser que quelque chose était arrivé à Ala, cela signifiait peut-être que rien ne lui était arrivé et qu'elle avait peut-être décidé d'elle-même de partir. Nadia est extrêmement déçue face à l'attitude des policiers envers elle, mais elle ne baisse cependant pas les bras. Elle conduit au travers de la ville durant des heures entières à la recherche du moindre petit indice lui permettant de savoir où se trouve sa mère. Quand soudainement, une illumination lui vient. Les autoroutes dans ce coin-là de la ville sont toutes munies de caméras contrôlant la vitesse des véhicules. Si elle pouvait avoir accès aux enregistrements datant du jour de la disparition de sa mère, alors elle pourrait peut-être voir si elle était effectivement partie en compagnie d'amis, comme Victoria le lui avait mentionné ou non. Et grâce à sa persistance, Nadia va être capable d'obtenir les enregistrements datant du 5 octobre 2014. Elle les passe alors en revue et après des heures entières de visionnage, bingo! Elle en est certaine. Sur ces images, au volant du véhicule se trouve être Victoria Nassirova et à ses côtés, sa mère, Alla Alexenko. L'image date du 5 octobre 2014 à 10 heures du matin. Avec cette preuve en main, Nadia n'attend pas un instant et court jusqu'à la station de police pour le montrer aux officiers. Mais à sa grande surprise cependant, il ne semble aucunement étonné. L'un des policiers va même lui admettre avoir déjà eu accès à ces images des semaines plus tôt. Nadia est totalement sous le choc. Elle ne comprend pas pourquoi les policiers n'ont pas de nouveau interrogé Victoria après avoir découvert ces images. Mais face à sa persistance, ils vont accepter de la faire revenir au poste de police et de lui faire passer cette fois-ci un test de détecteur de mensonges. Victoria accepte et le lendemain matin, elle se rend au poste de police pour passer le fameux test. Et sachez qu'absolument toutes les questions qui vont lui être posées en rapport avec la disparition d'Ala se trouvent être des mensonges. Victoria va totalement échouer. Absolument toutes les personnes présentes dans la pièce sont convaincues que Victoria a menti. Mais le problème, c'est qu'il existait à l'époque une loi en Russie, selon laquelle il était impossible pour les policiers de procéder à une arrestation ou de prendre une quelconque décision sans avoir au préalablement obtenu les résultats officiels du test de détecteur de mensonges. C'est-à-dire que même lorsqu'il était évident que le témoin avait menti sur toute la ligne, comme c'était le cas à ce moment-là, il fallait attendre que le test soit envoyé dans un bureau pour être analysé par un professionnel avant de n'être de nouveau envoyé à la station de police. C'est seulement à ce moment-là que les policiers pouvaient agir en conséquence. Et en attendant de recevoir ces fameux résultats officiels, le témoin ne pouvait malheureusement pas être retenu. Il était donc renvoyé chez lui et vaqué à ses occupations comme bon lui semblait. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Une fois remise en liberté, Victoria, qui est parfaitement au courant qu'elle a totalement échoué le test, décide qu'il est hors de question pour elle de se faire arrêter. Et pour éviter cela, rien de mieux que de prendre la fuite. Elle rassemble alors ses affaires aussi rapidement que possible et se rend ensuite à l'aéroport où elle réserve un vol pour un nouveau pays. Un vol simple, aucun retour prévu. 24 heures plus tard, les résultats officiels arrivent enfin et comme absolument tout le monde le savait,
Victoria a échoué son test, ce qui donne l'autorisation aux policiers de procéder à son arrestation. Ils se rendent alors immédiatement à son appartement et, surprise, surprise, font face à un logement totalement vide. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Victoria. Maintenant qu'ils savent qu'elle est impliquée dans une affaire de meurtre, une alerte Interpol est lancée pour la retrouver. Il s'agit là de l'Organisation internationale de police criminelle. Et absolument toutes les polices de Russie sont sur le qui-vive. Nadia n'arrive pas à le croire. Cela fait maintenant 4 mois qu'elle est sur le territoire russe. Elle a tout mis sur pause derrière elle. Son travail, son logement, sa vie à New York. Elle se retrouve maintenant sans le moindre argent pour vivre. Et voilà que la personne qui est potentiellement responsable de la disparition de sa mère a pris la fuite sous son nez et sous le nez de la police. Elle est complètement désemparée de cette situation. Et pour rien arranger à tout cela, elle apprend une nouvelle qui va littéralement lui retourner l'estomac. Il y a en réalité une raison bien précise qui explique pourquoi cette affaire a été aussi bâclée et pourquoi Victoria se trouve toujours en liberté. L'un des enquêteurs de police qui travaillait sur ce dossier avait en réalité une affaire avec Victoria. Victoria et lui avaient commencé à se fréquenter lors de son tout premier interrogatoire. Et elle est une très grande manipulatrice, car elle a été capable de le charmer et de lui retourner totalement le cerveau pour faire en sorte qu'il la protège. Il éloignait autant que possible de Victoria les autres policiers en les menant sur de fausses pistes et en leur cachant des informations importantes à l'affaire ainsi que des indices clés. Et en remerciement, Victoria avait des relations intimes avec lui. Lorsque cette information éclate au grand jour, l'officier de police en question est mis à la porte. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il soit jugé pour cela, mais non. La seule sanction qu'il a reçue, c'est d'être mis à la porte et de perdre son job. Et très peu de temps après avoir appris cette terrible nouvelle, Nadia est de nouveau secouée par une information bien pire encore. Des restes humains ont été découverts au milieu d'une zone forestière à un peu plus de 3 heures de route de l'appartement d'Ala. Il y a de très fortes chances pour qu'il s'agisse là de la mère de famille. Nadia est immédiatement contactée pour identifier le corps. La jeune femme est certaine qu'il ne s'agit pas là de sa mère, et tout simplement d'une très mauvaise coïncidence. Lorsqu'elle arrive sur place, elle n'a face à elle pratiquement que des os, car le corps semble avoir totalement été brûlé, ce qui rend l'identification très compliquée. Cependant, après une examination un peu plus détaillée, elle réalise que les dents, qui se trouvent toujours intactes sur le cadavre, appartiennent bel et bien à sa mère. Nadia, qui avait jusque-là conservé l'espoir de retrouver sa mère en vie, est totalement anéantie. Elle n'a alors plus rien à faire sur le sol russe. Elle a maintenant toutes les réponses à ses questions. La seule chose qui lui manque, c'est de savoir Victoria derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Nadia rentre donc à New York, où elle essaie tant bien que mal de reprendre le cours de sa vie. Mais hantée par l'idée que l'assassin de sa mère se promène toujours en liberté, elle est totalement incapable de tourner la page. Il est hors de question pour elle d'imaginer que Victoria Nassirova puisse continuer à profiter pleinement de sa vie, alors que sa mère n'aura plus jamais cette chance. Nadia passe absolument tout son temps libre à fouiller tout Internet pour essayer de la retrouver. Et elle va finir par tomber sur le profil Facebook de la fugitive. Victoria ne cesse d'y partager des vidéos et des photos d'elle où on la voit tout sourire, en train de profiter pleinement de la vie. Et grâce à ces publications, Nadia va être capable de retracer le fil des événements. Après avoir quitté la Russie, il semblerait que Victoria se soit rendue au Mexique, où elle aurait passé plusieurs semaines, avant de prendre un vol en direction des États-Unis. Et pas n'importe où, car Victoria se trouvait maintenant à New York. Mais attendez, comme si cela ne suffisait pas, elle se trouvait dans le quartier de Brooklyn, l'exact même quartier où Nadia vivait. Elle n'en croyait pas ses yeux. Victoria se trouvait dans la même ville qu'elle, probablement à seulement quelques rues de chez elle. Elle pouvait même très bien être sa voisine, qu'elle n'en avait pas la moindre idée. Nadia contacte alors immédiatement Interpol pour les informer de ses découvertes. Je fais une mini aparté ici. En règle générale, j'évite de donner mon avis. Mais honnêtement, je trouve ça complètement fou d'imaginer que cette femme, qui est sur une liste des personnes les plus recherchées par Interpol, soit capable de publier librement sur les réseaux sociaux, affichant sa localisation, sans que qui que ce soit ne soit capable de la retrouver. Et Nadia, de son côté, en seulement quelques clics, a été capable de récupérer toutes ces informations. C'est vraiment à se demander si la police recherchait réellement Victoria ou non.
Bref, ils apprennent donc de la part de Nadia que Victoria vit à ce moment-là à New York. Une équipe de police est alors envoyée au travers de la ville pour la retrouver. Et bien évidemment, c'est comme retrouver une aiguille au milieu d'une botte de foin. Quelques semaines plus tard seulement, les recherches sont abandonnées et cette affaire retombe de nouveau dans l'oubli. Mais pas pour Nadia en tout cas, car elle sait tout à fait de quoi Victoria est capable et il est hors de question pour elle de laisser ce qui est arrivé à sa mère se reproduire une deuxième fois. Maintenant qu'elle sait dans quelle ville se trouve Victoria, elle décide de contacter un détective privé pour l'aider à la retrouver. Et c'est ainsi que le détective Herman Weisberg est mis au courant de cette affaire et commence à travailler activement pour localiser Victoria. Si la police ne peut pas l'aider, alors Nadja espère bien que Herman le pourra. Le détective ne perd pas un instant. Il se met immédiatement à la recherche de la fugitive et commence par analyser en détail ses réseaux sociaux pour essayer d'y trouver un peu plus d'informations sur sa localisation exacte. Il examine absolument toutes les photos de Victoria à la loupe et finit par trouver quelque chose qui l'intrigue. Sur l'un de ces selfies, on peut apercevoir le tableau de bord de la voiture à l'intérieur de laquelle Victoria se trouve, dans le reflet de ses lunettes de soleil. Et derrière elle, on aperçoit aussi le repose-tête qui comporte un détail assez peu ordinaire. La couture sur le cuir noir du véhicule est de couleur blanche, quelque chose qui ne se voit pas souvent. Et avec ces détails en main, le détective pense être capable de retrouver le modèle de la voiture à l'intérieur duquel la jeune femme se trouve. Il se rend alors dans un parking à l'intérieur duquel des centaines de voitures sont garées. Et il se met à vérifier l'intérieur de chacune d'entre elles au travers de leurs fenêtres. Cela va lui prendre des heures entières. Mais il va finir par retrouver le modèle exact. Le tableau de bord est le même que dans la photo de Victoria et surtout les coutures sont elles aussi similaires. Il s'agit là d'une Chrysler 300. Maintenant qu'il a réussi à réduire toutes ses recherches à un modèle bien précis de voiture, il lui faut retracer toutes les Chrysler immatriculées dans le quartier de Brooklyn. Il récupère alors toutes les plaques d'immatriculation et les entre à l'intérieur d'une base de données, lui donnant plus d'informations sur le propriétaire du véhicule. Et parmi cette longue liste se trouve être une Chrysler 300 appartenant à un homme portant un nom d'origine russe et qui se trouve être localisé dans le quartier de Sheepshead Bay, un quartier en bord de mer au sud de Brooklyn. Avec toutes ces informations en main, il ne lui reste plus qu'à vérifier que Victoria se trouve bel et bien à l'adresse à laquelle la voiture est enregistrée. Et à nouveau, ses nombreux selfies avec sa paire de lunettes de soleil préférée vont jouer en sa défaveur. Sur l'une de ces photos, Victoria se trouve devant une fenêtre ouverte. Et dans le reflet de ses lunettes, on peut clairement voir l'extérieur de l'endroit où elle se trouve. On y aperçoit un poteau ainsi que deux plaques d'égout. Et le bâtiment devant lequel la fameuse Chrysler 300 est garée comporte lui aussi ce fameux poteau et ces fameuses plaques d'égout. Herman va alors passer des semaines entières à traquer la fugitive et à documenter ses moindres faits et gestes. Mais ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que Victoria n'a aucunement cessé ses activités criminelles. Bien au contraire. Victoria Nassirova travaille à ce moment-là en tant qu'escorte. Mais cet emploi n'est en réalité qu'une couverture, car elle s'en sert pour voler ses clients. Victoria se rend chez ses clients et les drogue, puis elle dévalise leur logement, leur volant la totalité de leur argent, de leurs bijoux, de leurs objets de valeur, et tout cela avant de ne prendre la fuite. Et elle est très intelligente, car la majorité des hommes qui font appel à ses services sont des hommes mariés. Il leur est donc totalement impossible de porter plainte contre Victoria sans devoir admettre avoir fait appel à une escorte. Ce sont donc des dizaines de personnes qui vont se faire avoir de la sorte et qui, par peur des représailles, vont préférer garder le silence. Ruben Borukov est un homme d'une quarantaine d'années et est le propriétaire d'une entreprise de nettoyage à sec localisée dans Brooklyn. Il se trouve être célibataire et décide de tenter sa chance en s'inscrivant sur un site de rencontre réservé aux personnes russes. Il y fait pratiquement immédiatement la rencontre de Victoria Nassirova, avec qui il discute longuement. Il a tout de suite eu un coup de cœur pour la jolie brune, et sa personnalité semble plutôt bien lui plaire aussi.
Victoria lui dit avoir un véritable talent pour la cuisine et adorer préparer de bons petits plats. Elle lui propose donc de venir chez elle où elle lui cuisinera un bon repas. Ruben est charmé et accepte son offre. Ils ouvrent alors une bouteille de vin et discutent de tout et de rien. La soirée se passe merveilleusement bien. Mais une fois à table, Ruben a à peine le temps de prendre une bouchée de sa nourriture qu'il commence à se sentir terriblement étourdi. Il revient tout doucement à lui presque 24 heures plus tard, et lorsqu'il entrouvre les yeux, il réalise qu'il se trouve toujours chez Victoria, mais qu'il est à ce moment-là seul. Mais Victoria n'est pas la seule chose à avoir disparu, car tout l'argent en liquide que Ruben avait dans son portefeuille s'est volatilisé, de même que ses cartes de crédit et sa montre. Victoria s'est fait la malle et est partie faire du shopping avec l'argent de sa victime. Ce jour-là, elle va dépenser pas moins de 3 500 $. À son retour, elle découvre Ruben, à moitié conscient, allongé sur le sol de son salon. Il est à peine capable d'ouvrir les yeux et il lui est impossible de se tenir debout ou même de parler tant il est encore sous l'effet de la drogue ayant été glissée dans sa nourriture. Elle va alors le soutenir tant bien que mal pour l'aider à marcher jusqu'à son magasin de nettoyage. Et une fois la porte passée, Victoria explique à ses collègues qui sont à ce moment-là sous le choc que Ruben et elle ont eu un premier rendez-vous tous les deux, mais que Ruben n'a pas été capable de se contrôler et a bu la totalité de 2 bouteilles de vin à lui tout seul. Elle insinue même qu'il aurait peut-être consommé de la drogue, ce qui explique son état actuel. Et le pauvre Ruben est totalement incapable de s'exprimer et de démentir tout cela. Victoria le laisse alors sur place entre les mains de ses collègues et s'en va. Mais bien évidemment, Victoria n'allait pas s'en aller les mains vides. Elle profite de sa présence à l'intérieur du magasin et surtout que tous les employés soient attroupés autour de Ruben pour vider la caisse du salon de nettoyage. Elle était tellement sournoise et passait tout son temps à voler qu'elle était capable de faire ça sous les yeux de tous, sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Et finalement, face à son état absolument terrible, les collègues de Ruben finissent par appeler les urgences et le pauvre homme est emmené à l'hôpital où il passera une semaine entière. Il était dans un état critique. Les médecins ont affirmé que si la dose de drogue avait été ne serait-ce qu'un tout petit peu plus élevée, il aurait sans aucun doute perdu la vie. Heureusement cependant, après 7 jours sur place, il rentre chez lui et contacte la police pour les informer de ce qui lui est arrivé. Le problème, c'est que le temps que la police soit avertie et se mette à la recherche de Victoria, cette dernière avait sévi de nouveau. Mais cette fois-ci, elle avait un but très précis et beaucoup plus sombre. Olga Tsvik est une jeune femme d'origine ukrainienne ayant immigré à New York durant l'année 2014. Elle a trouvé refuge chez une amie à elle qui s'était déjà installée à New York des années plus tôt et qui vivait dans le quartier du Queens. Et après seulement quelques mois sur place, elle obtient un permis de travail, ce qui lui donne l'opportunité d'exercer le métier pour lequel elle avait obtenu son diplôme en Ukraine, celui d'esthéticienne. Olga travaille dans un salon localisé dans le quartier du Queens, à seulement quelques rues de chez elle, où elle se spécialise dans la pose de cils. Et pour attirer de nouveaux clients, elle fait de la pub pour ses services, aussi bien en ligne qu'au travers de la ville grâce à des flyers. Cette pub va plutôt bien fonctionner car elle va lui apporter de nouveaux clients. Et parmi ces derniers se trouve une certaine Victoria Nasirova. Dès sa première visite au salon, Victoria se montre très amicale envers Olga, comme si elle la connaissait depuis toujours. Olga, de son côté, n'est pas particulièrement fan de la personnalité extravagante de Victoria, mais elle se montre cependant professionnelle et amicale avec elle en retour. L'un des premiers sujets de conversation que Victoria va aborder se trouve être leur similarité plutôt flagrante, car il est vrai que les deux femmes se ressemblaient énormément. Elles avaient des traits extrêmement similaires, mais avaient aussi pratiquement le même âge et venaient toutes les deux d'Europe de l'Est, donc un accent qui sonnait un petit peu similaire aux oreilles des New-Yorkais. Lorsque Olga va apprendre que Victoria vivait à ce moment-là dans le quartier de Brooklyn, elle est plutôt étonnée de savoir qu'elle se rend jusque dans le Queens pour faire ses cils, car la distance entre l'appartement de Victoria et le salon d'Olga était d'un peu plus de 25 km. Mais elle ne se pose pas plus de questions que cela et finit par se dire que Victoria avait peut-être une raison bien précise de se trouver dans ce quartier, ou peut-être tout simplement qu'elle aimait vraiment beaucoup les services d'Olga. Mais en réalité, si Victoria parcourait tous ces kilomètres, c'est parce qu'elle avait un plan bien précis derrière la tête.
Et pour le réaliser, elle avait besoin d'Olga. Le 28 août 2016, l'esthéticienne reçoit sur son téléphone personnel un appel de Victoria totalement paniquée. Elle avait ce jour-là un événement très important et une partie de ses extensions de cils était tombée. Elle demande donc à Olga si cette dernière est disponible en urgence pour les lui réparer. Olga se montre en premier lieu plutôt réticente, car ce jour-là, c'est son jour de congé. Elle n'est même pas au salon. Mais Victoria lui confie être déjà en route et avoir vraiment besoin de ses services immédiatement. Elle finit donc par accepter et demande à sa cliente de la rejoindre à son salon, ce que Victoria va refuser. Elle insiste pour aller directement au domicile d'Olga, ce qui serait beaucoup plus simple car l'esthéticienne n'aurait alors pas besoin d'ouvrir son salon juste pour elle. Et une fois de plus, Victoria est capable de se montrer très persuasive, car Olga, qui n'avait aucune envie de voir sa cliente chez elle, finit par accepter. À ce point-là, elle voulait tout simplement se débarrasser de Victoria le plus vite possible pour pouvoir continuer à profiter de sa journée. 30 minutes plus tard environ, Victoria sonne à la porte de chez Olga. L'esthéticienne lui ouvre et lui corrige son problème de cils. Et pour la remercier, Victoria sort une boîte contenant 3 parts de cheesecake. Olga va en premier lieu poliment refuser son geste. Mais Victoria insiste. Il s'agit là d'un cheesecake provenant de l'une des meilleures boulangeries de la ville. Il faut qu'elle y goûte. Victoria se sert alors 2 parts et offre la 3e à Olga. Elle commence à manger et sous la pression, Olga cède et goûte à une partie de la part que Victoria vient de lui servir. Il ne prend alors que quelques secondes avant qu'elle ne commence à se sentir étourdie et ne perde conscience. Alors que sa victime gît sur le sol, Victoria se met à fouiller dans ses affaires. Elle récupère de l'argent ainsi que des cartes de crédit et le plus important, le permis de travail et le passeport d'Olga. Car le plan de Victoria depuis sa toute première rencontre avec Olga était de voler son identité. Les 2 femmes se ressemblaient tellement et Victoria était activement recherchée par la police. Quoi de mieux donc que d'obtenir une nouvelle identité pour pouvoir continuer à profiter pleinement de la vie en se faisant passer pour Olga Tik. Victoria déplace alors le corps d'Olga jusque dans sa chambre. Et à ce moment-là, la jeune femme commence tout doucement à revenir à elle. Une fois la victime allongée dans son lit, Victoria lui offre un bol de soupe en prétendant que cela l'aiderait à se sentir mieux. Olga va prendre plusieurs cuillères de la soupe et va très rapidement de nouveau perdre conscience. Et vu la dose de drogue que Victoria avait cette fois-ci injectée dans la soupe, elle en est certaine, Olga ne se réveillera jamais. Elle va alors mettre en scène la chambre pour faire croire que la jeune esthéticienne s'était elle-même ôté la vie. Elle la déshabille et la laisse allongée sur son lit. Et tout autour d'elle, ainsi que sur le sol, elle disperse des dizaines de pilules pour donner l'impression qu'Olga avait fait une overdose volontairement. 2 jours plus tard, Olga est découverte par l'un de ses amis et est immédiatement transférée à l'hôpital. Son état est plus que critique et elle va se retrouver dans un coma durant quelques jours. Mais par miracle, après plusieurs semaines de convalescence, elle se remettra totalement sur pied et sans la moindre séquelle. Le problème, c'est qu'elle n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé et les médecins n'ont de leur côté aucune réponse à lui donner non plus. Il va falloir attendre plusieurs jours après sa sortie de l'hôpital pour que tout doucement des petits morceaux de ce qui s'est passé ce jour-là ne commencent à lui revenir. Elle réalise alors que la toute dernière personne qu'elle a vue avant de ne se réveiller à l'hôpital se trouvait être Victoria Nasserova. Elle commence alors tout doucement à comprendre ce qui lui est arrivé et contacte immédiatement la police. Une enquête est alors ouverte et la boîte en plastique contenant les parts de cheesecake que Victoria avait apportées à Olga est envoyée pour analyse. Et effectivement, des traces de phénazépam vont y être découvertes. Il s'agit là d'une drogue extrêmement puissante qui ne peut être trouvée qu'en Russie car elle a été bannie de pratiquement tous les pays, incluant les États-Unis d'ailleurs. Mais pas que, car des empreintes ADN appartenant à Victoria sont aussi retrouvées sur la boîte. Toutes les preuves sont là pour affirmer que Victoria est responsable de ce qui est arrivé à Olga. Mais il va cependant falloir attendre jusqu'en mars 2017 pour qu'elle soit finalement arrêtée. L'homme chez qui elle vivait, le propriétaire de la Chrysler 300, est lui aussi placé en détention et questionné par la police. Et durant son interrogatoire, il s'effondre totalement.
Il explique aux policiers être lui aussi victime de Victoria. Durant les précédents mois, elle a passé son temps à lui voler son argent, ses effets personnels, et pire encore, elle aurait tué son chien. L'homme était totalement désespéré et ne savait pas comment se débarrasser de Victoria. Son arrestation est donc un immense soulagement pour lui. Victoria Nasserova, âgée à ce moment-là de 47 ans, est placée derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Un procès qui se fera longuement attendre car il ne va cesser d'être repoussé dû à la pandémie. Mais finalement, en janvier 2023, l'audience débute enfin. Victoria continue de clamer son innocence et assure ne pas comprendre comment elle a pu se retrouver accusée de toutes ces choses terribles. Mais malgré de très nombreuses tentatives pour tenter de retourner la situation à son avantage et de se faire passer pour la victime, le juge a réussi à voir clair dans son jeu. Victoria Nasserova est reconnue coupable de tentative de meurtre, de vol et d'agression et reçoit pour cela une peine de 21 ans de prison ferme, suivie de 5 ans de supervision suite à sa remise en liberté. Mais il est important de savoir que Victoria n'a été jugée aux États-Unis que pour ses crimes commis aux États-Unis. L'assassinat d'Alla Alexenko n'est donc pas pris en compte dans ce procès. Par contre, une fois sa peine purgée aux États-Unis, elle sera immédiatement renvoyée en Russie, où elle fera cette fois-ci face à la justice de son pays natal pour ses crimes commis avant sa fuite. Et vu à quel point la Russie est sévère avec ses peines de prison, d'après moi, il y a de très fortes chances pour que Victoria ne revoie jamais la lumière du jour. Depuis la prison où elle se trouve actuellement, elle a donné plusieurs interviews dans lesquelles elle continue de prétendre payer pour les crimes de quelqu'un d'autre, mais elle confie cependant s'être trouvée une véritable passion derrière les barreaux. Elle se serait apparemment découvert un immense talent pour le dessin. Victoria s'est mise à créer des t-shirts personnalisés, des cartes et des posters avec des personnages de dessins animés. Elle les vend aux autres détenus et se fait un petit peu d'argent de cette façon. Elle déclare d'ailleurs que ceci n'est que le début, car une fois sortie de prison, elle compte ouvrir sa propre compagnie de personnalisation d'objets. Pas sûr que cette compagnie voit le jour. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me laisser vos avis et opinions en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!